Du 7 au 24 juin 1520, François Ier, roi de France, et Henri VIII, roi d'Angleterre, se rencontrent dans la campagne près de Calais. Pour l'histoire, cet événement porte un nom, l'entrevue du camp du Drap d'Or. Pour la mémoire, il s'identifie à un tableau, ou plutôt 2 tableaux. De part et d'autre de la Manche, la rencontre a eu un grand retentissement et elle a été rapidement popularisée par de nombreux chroniqueurs et historiens. En revanche, les représentations officielles de la rencontre, par l'image ou la sculpture, sont beaucoup plus rares. Sur une façade de l'hôtel de Bourtroude, à Rouen, le temps a conservé, en dépit des bombes et de la pollution, de superbes bas-reliefs réalisés vers 1530. Son propriétaire a sans doute voulu glorifier un épisode auquel il avait personnellement assisté. Le sculpteur a représenté le moment précis où François Ier et Henri VIII se rencontrent pour la première fois le 7 juin 1520. Il faudra ensuite attendre 3 siècles avant qu'un lointain successeur de François Ier ne s'avise de célébrer l'événement par la peinture. Le roi Louis-Philippe, qui aime à la fois la peinture et l'histoire, a, en 1833, l'heureuse idée de fonder un musée historique et de l'installer dans son palais de Versailles, demeuré immensément vide depuis la chute de Louis XVI. Pour ce prince, hissé sur le trône de France par la Révolution de juillet 1830, les peintures d'histoire sont un moyen de s'inscrire dans la lignée des grands rois du passé. Tenu à l'écart par la plupart des souverains européens qui se méfient de ce roi bourgeois, ce roi des barricades, Louis-Philippe cherche à opérer un rapprochement avec l'Angleterre. Ce n'est donc probablement pas une coïncidence si parmi les très nombreuses reconstitutions historiques réalisées à la demande du roi pour son musée, figure une entrevue du camp du Drap d'Or, datée de 1837 et due au pinceau du petit maître Auguste Debay. L'œuvre de Debay, au format monumental, 3,80 m par 5,76 m, répond malheureusement sans grande originalité à la royale commande. Sûrement influencé par le bas-relief de Rouen, il a choisi de peindre symétriquement l'arrivée des 2 souverains et de leur suite, en ajoutant à l'arrière-plan la fameuse tente brodée d'or à laquelle l'épisode doit son nom. L'artiste a dû lire aussi les récits des observateurs du camp du Drap d'Or, qui avaient été beaucoup plus impressionnés par le déploiement de luxe que par les subtilités diplomatiques. Il s'est surtout concentré sur la richesse des vêtements et des parures, et l'événement perd toute signification. Nous avons là, vu par un homme du XIXe siècle, l'image d'une Renaissance fastueuse et chamarrée, mais sans âme. L'œuvre déçoit par sa platitude, elle n'inspire ni la réflexion, ni l'imagination. Aujourd'hui inaccessible au public, elle est conservée soigneusement enroulée dans les réserves du château de Versailles. Louis-Philippe fut-il lui-même déçu? On l'ignore. Quoi qu'il en soit, par un étrange retour des choses, c'est la reine d'Angleterre en personne qui va lui fournir l'occasion de faire réaliser un second tableau. La jeune reine Victoria d'Angleterre sera en effet la première à rompre l'isolement. En 1843, elle est reçue au château d'Eu, en Normandie, avec tous les honneurs. On évite les sujets qui fâchent, on oublie Jeanne d'Arc, on laisse de côté Waterloo, l'heure est à l'entente cordiale. Et Louis-Philippe se rend en visite officielle en Grande-Bretagne l'année suivante. C'est sans doute au cours de ce voyage qu'il a pu admirer dans les collections royales l'œuvre insolite d'un Anglais anonyme du XVIe siècle représentant l'entrevue du camp du Drap d'Or. Dès son retour en France, il en commande une copie à un peintre allemand installé à Paris, Friedrich Butterwerk. De nos jours, l'original se trouve encore au palais d'Hampton Court, près de Londres. La copie, elle, est exposée au château d'Azel Rideau. Les 2 œuvres sont rigoureusement identiques et de même taille, 1,70 m par 3,45 m.
Au premier abord, le spectateur éprouve quelques difficultés à fixer son regard dans la multitude des personnages, des situations, des lieux. Une sorte de cacophonie visuelle dans laquelle il est pourtant facile de se repérer. À gauche, non loin des côtes de la Manche, la ville de Guînes. Au milieu d'une immense procession armée, le roi anglais Henri VIII, revêtu d'habits dorés. Sur la droite, 2 fontaines placées devant un curieux édifice de style Renaissance. Une foule d'hommes et de femmes de toutes les conditions boivent ou regardent passer le défilé. À l'arrière-plan, l'artiste a reconstitué les différents sites de la rencontre, les campements et la tente sous laquelle se sont tenues les discussions des 2 rois, les lices où les champions de chaque pays se sont affrontés à la lutte et en tournoi, les cuisines en plein air. Tout au fond, la ville d'Ardres. Dans le lointain, le peintre a laissé libre cours à son imagination, des montagnes, un dragon volant, une forteresse située sur une île. Dans la brume de l'horizon, un port signale la côte anglaise, à moins qu'il ne s'agisse de la ville de Calais. L'œuvre est toute à la gloire du roi Henri VIII. Il apparaît 3 fois. Au premier plan, bien en évidence et flanqué de son ministre, le cardinal Wolsey. Puis, à l'arrière-plan, minuscule en compagnie de François Ier sous la tente au drap d'or. Et enfin dans les tribunes des lices, où les 2 rois président au spectacle aux côtés de leurs épouses, Catherine d'Aragon, reine d'Angleterre, Claude, reine de France, et dernière duchesse de Bretagne. En ce début du XVIe siècle, chacun a encore à l'esprit les combats qui, depuis des générations, ont mis aux prises Français et Anglais, tour à tour vainqueurs et vaincus. Hastings, Château-Gaillard, Crécy, Azincourt, Orléans, Castillon, la liste est longue. Mais en 1520, l'heure est à la négociation. Pour les 2 monarques, la rencontre est capitale. Ils vont se livrer pendant plus de 2 semaines à un difficile exercice de séduction et de haute stratégie internationale. L'enjeu, la lutte pour la première place en Europe. À cette date, François Ier est roi depuis 5 ans. En 1515, son règne commence par un coup d'éclat, la victoire de Marignan sur les Suisses qui lui permet de s'emparer du duché de Milan. Ébloui par l'Italie, humaniste cultivé, renommé pour son esprit chevaleresque, il introduit en France la Renaissance. En 1519, quelques mois avant l'entrevue du Drap d'Or, il entreprend la construction du château de Chambord, tandis que Léonard de Vinci, qui l'a fait venir d'Italie, rend son dernier soupir à Amboise. Mais 1519 est aussi l'année du premier échec diplomatique grave du jeune roi. Le trône de l'Empire romain germanique étant vacant, François Ier avait dépensé des sommes considérables pour convaincre les 7 grands électeurs de voter pour lui. En vain. Essentiellement honorifique mais très convoité, le titre revient au roi d'Espagne Charles de Habsbourg, qui devient empereur sous le nom de Charles Quint, et qui sera jusqu'à la fin le grand rival de François, dont le royaume est désormais encerclé, et pour longtemps, par les possessions des Habsbourg. Face aux 2 grandes puissances de l'époque, c'est le petit royaume anglais, peuplé d'à peine 3 millions d'habitants, qui va faire figure d'arbitre. Pour contrebalancer la puissance de Charles Quint, François Ier a besoin de l'alliance anglaise et il est prêt à la payer très cher. Quant à Henri VIII, oncle par alliance du jeune empereur, la rencontre va lui donner l'occasion d'impressionner les Français par l'étalage de sa puissance et de sa richesse. Une véritable armée l'accompagne. Plus de 5000 courtisans, soldats, serviteurs.
Près de 2000 chevaux ont traversé la Manche à sa suite. Henri VIII, peut-être agacé par le prestige de son rival, entend être reconnu lui aussi comme un prince de la Renaissance. Il cherche à éblouir, se fait accompagner de musiciens déguisés en orientaux. Pour plaire au petit peuple, on dresse 2 grandes fontaines, d'où le vin coule à flot. L'une est surmontée d'un Bacchus, l'autre d'un Cupidon. Plus étonnant encore, un étrange édifice en bois, recouvert de tissus imitant la brique, une sorte de palais préfabriqué contenant une salle de banquet, une chapelle, des appartements. La façade est ornée de la rose des Tudors et des armes de la monarchie anglaise. Les léopards y côtoient les fleurs de lys, car les rois anglais, depuis la guerre de 100 ans, n'ont jamais renoncé à leurs prétentions sur le trône de France. L'architecture du palais correspond au goût du jour. Les tours et les créneaux rappellent encore la forteresse médiévale. Mais les grandes ouvertures, les décorations, l'entrée monumentale évoquent directement les châteaux Renaissance qui se construisent à la même époque. À la suite de leurs souverains revêtus de pierreries et d'habits précieux, gentilshommes français et gentlemen anglais vont rivaliser de magnificence. Certains se sont ruinés pour faire bonne figure face aux seigneurs d'outre-Manche. À en croire Martin du Bellay, plusieurs y portèrent leurs moulins, leurs forêts, leurs prés sur leurs épaules. Dans la prairie, les Français ont installé une véritable ville provisoire. 3 à 400 tentes, tendues de tissus d'or, de velours, de soie. La plus grande, couverte d'étoffes d'or et de fleurs de lys, est surmontée d'une statue dorée de Saint-Michel, l'archange protecteur de la monarchie française, aussi grande qu'un homme. Elle abritera l'entrevue. Côté anglais, le décorum est au moins aussi brillant. Pour les 2 parties, la rencontre va coûter une fortune. Luxe des décorations, luxe des vêtements, mais aussi luxe de précaution pour assurer le succès du sommet et garantir la sécurité des 2 rois. Les modalités de la rencontre ont été longuement et soigneusement préparées à l'avance, car la méfiance est de règle. La guerre de 100 ans est encore dans toutes les mémoires, et jusqu'à la fin, chacun redoutera une traîtrise. Le lieu d'abord. Ce sera en pleine campagne, dans une petite vallée baptisée Val-Doré, à mi-chemin d'une ville française, Ardres, et d'une ville tenue par les Anglais, Guînes. Guînes fait partie, avec Calais, du dernier lambeau des possessions anglaises sur le continent. Elle ne sera reconquise qu'en 1558. Un accord détermine avec précision le nombre d'hommes armés et de gentilshommes de chaque suite, de manière à ce qu'aucun des 2 monarques ne se trouve en situation d'être fait prisonnier. Des milliers de personnes sont écartées à la suite d'une proclamation royale qui interdit toute présence étrangère à la rencontre dans un rayon de 2 lieues. Pour faire coïncider les déplacements et éviter une attaque surprise, le départ de chaque délégation est salué par une salve d'artillerie audible à plusieurs kilomètres. Un matin pourtant, François Ier, échappant à la surveillance de ses conseillers, se présente sous petite escorte au château de Guînes et vient réveiller le roi Henri. Il l'aide même à enfiler sa chemise. L'épisode détend l'atmosphère et met les Anglais en confiance. Pendant les 18 jours de la rencontre, se succèdent tournois et joutes sportives auxquels participe la fine fleur de la noblesse des 2 pays. Au pied de l'arbre aux écus, les Anglais vont se montrer les plus habiles dans l'art de la lutte. Il est vrai que les spécialistes bretons de la reine Claude étaient restés au pays. En revanche, les Français éblouissent leurs hôtes par des banquets somptueux et interminables où une armée de domestiques servent à volonté le vin et le gibier. Le dimanche 24,
Pendant la messe de clôture, un monstre artificiel est lancé dans les airs, provoquant un vent de panique chez les plus crédules. Les Anglais diront avoir vu le dragon gallois, les Français pencheront plutôt pour la salamandre, emblème de François Ier. Les deux rois ont beaucoup de choses en commun. Ils sont l'un comme l'autre chasseurs, sportifs, séducteurs, cultivés. Leurs rapports seront pourtant marqués jusqu'au bout par l'ambiguïté et le doute. Alliés ou ennemis? Lorsque François, peut-être trop naïf ou trop impétueux, provoque Henri à la lutte et le projette à terre, tout le monde croit à l'incident diplomatique. Mais malgré la colère et le dépit du roi anglais, le ton reste courtois, parfois même chaleureux. Henri VIII pousse la délicatesse jusqu'à renoncer dans le traité au titre de roi de France. « Je ne le mettrai point, puisque vous êtes ici, car je mentirais », déclare-t-il en français à François. Pour autant, les échanges de cadeaux et les démonstrations d'amitié ne trompent personne. Un observateur italien écrit dans son rapport à Venise « Ces deux rois se détestent ». On paraphe tout de même un accord qui n'apporte rien de capital, une vague promesse de mariage entre les enfants royaux, âgés de 4 et 2 ans, et une pension annuelle versée au souverain anglais. Cela n'empêchera pas Henri de rencontrer quelques jours plus tard l'empereur Charles Quint à Gravelines, en terre espagnole, et de lui offrir son alliance contre la France. Pour François Ier, l'échec est total. On ne saura probablement jamais le nom de l'artiste d'Henri VIII qui a célébré la gloire de son maître. Il peint avec application, mais sans génie. La naïveté de sa technique pourrait prêter à sourire. Sous son pinceau, les rois sont au-dessus de toutes les lois, même celles de la perspective. Comment expliquer alors la force qui se dégage de son tableau et le plaisir qu'on éprouve à le parcourir? C'est peut-être qu'il a su, avec plus d'habileté qu'il n'y paraît au premier regard, mettre en scène l'événement et tout simplement raconter une histoire. Les témoins ont beau relater dans leurs chroniques l'écroulement piteux du palais de bois d'Henri VIII sous la force du vent, pour l'imaginaire des siècles, il restera éternellement debout. C'est cela, la propagande. Nous lui devons de pouvoir observer non seulement un événement politique majeur, mais aussi un paysage avec les yeux d'un homme de la Renaissance. À l'époque de l'entrevue, l'Amérique est découverte depuis près de 30 ans. Au Mexique, le conquistador Cortés s'apprête à détruire l'empire aztèque, tandis que Magellan tente le premier tour du monde. Pourtant, l'horizon mental de notre peintre anglais et de la plupart de ses contemporains reste barré par des montagnes infranchissables. L'Europe est au centre de sa vision de l'univers, comme elle est au centre des préoccupations du roi de France et du roi d'Angleterre, qui en cette année 1520 s'intéressent encore peu aux terres nouvelles. Située entre la guerre de Cent Ans et les guerres de religion, la première moitié du XVIe siècle correspond à une période de paix intérieure et de croissance économique. Une relative sérénité qui transparaît dans la peinture. Symbole rassurant de puissance et de solidité, les remparts de Guînes et leur artillerie abritent des maisons bourgeoises, bien alignées, autour de la grande église. Sur les toits viennent se poser des cigognes. Au-delà s'étend la campagne, plantureuse et tranquille, grosses fermes, troupeaux, moulins. Près d'un enclos, un paon fait la roue pour séduire sa compagne, image de la douceur de vivre. De paisibles voyageurs parcourent les chemins, ils y croisent des passants qui se promènent ou se rendent au travail. Les forêts ne sont pas hostiles, on n'y voit pas de loup, mais une biche. Bref, un monde ordonné où chacun est à sa place. L'auteur de l'entrevue du camp du Drap d'Or nous propose la vision étonnante d'un ordre terrestre voulu par Dieu et garanti par le roi. Pour tous,
le roi est un personnage sacré, hors du commun. Responsable de la paix et de la guerre, il pourvoit au bien-être de ses sujets. Protecteur de ses peuples, il est aussi le protecteur des arts, surtout lorsqu'ils servent sa gloire et son prestige. Il est le garant de l'ordre social et économique, de l'ordre international, mais aussi de l'ordre moral. C'est bien le sens du contraste entre les groupes qui entourent les deux fontaines. Autour de celle de gauche, la plus proche du roi, des personnages bien vêtus, respectueux pour la plupart bourgeois ou nobles portant l'épée. À droite, hommes et femmes du peuple, querelleurs, buveurs, paillards. Du point de vue des classes supérieures, le petit peuple a en effet besoin d'être éduqué et encadré, car il se laisse facilement aller à ses instincts primitifs. La visite d'un roi dans une de ces bonnes villes est un événement rare dans une vie d'homme, souvent assez brève à cette époque. La procession solennelle lors des entrées ou des sorties des villes est un excellent moyen de propagande monarchique. Pour s'assurer les fidélités, le roi doit paraître et se laisser voir. C'est aussi la raison d'être du tableau. 3 siècles plus tard, le peintre français Édouard Pingret usera du même procédé pour représenter l'entrée de Louis-Philippe au château de Windsor. Curieuse destinée que celle d'une image. Œuvre de propagande anglaise au temps de la Renaissance, le même tableau devient au XIXe siècle un symbole du rapprochement franco-britannique. Et aujourd'hui, la copie d'une peinture anglaise, commandée par un roi français à un artiste allemand, ne serait-elle pas le meilleur témoignage d'une mémoire et d'une culture européenne ?